va avoir un documentaire sur HBO. Donc, je ne sais pas si ça sera disponible en clair ou s'il faut avoir la version HBO payante. Enfin bref, je suppose qu'il y a des gens qui vont le, hum, le filmer ou le capturer et le mettre en clair derrière. Enfin, on verra. Et donc, dans les prochains jours, je crois que c'est entre la nuit de mardi à mercredi dans ces eaux-là, puisque ça sera aux États-Unis la nuit par rapport à l'heure française. Enfin, ça sera la nuit chez nous et eux, bah, ça sera encore voilà, fin de journée, je pense. Et donc, il va y avoir un reportage sur HBO qui s'est fait un grand coup de pub gratuit finalement en annonçant sur les réseaux sociaux bah, qu'ils ont peut-être décelé suffisamment de preuves pour être à peu près sûr de qui se cachait ou qui se cache derrière Satoshi Nakamoto. Et aujourd'hui, on a sur Polymarket, qui est un site sur lequel on peut parier en simultané en fait sur des trucs d'actualité. On l'a vu notamment sur l'élection de Donald Trump et Kamala Harris, où d'ailleurs Donald Trump a récupéré 1%, 1,5% récemment. Et donc c'est un marché qui parie de l'argent sur le résultat potentiel. Et donc là, par rapport à la personne qui pourrait être mise en avant dans le documentaire de HBO, ça serait Len Sassaman, je pense que je le prononce mal, ou Sansman, enfin, bref, un des principaux candidats avec tous les cypherpunks de l'origine à pouvoir être derrière Satoshi Nakamoto. Et quelque part, ça arrangerait un peu tout le monde puisque cette personne, paix à son âme, est décédée. Donc, au moins, ça règle le problème des clés privées de Satoshi et de tout le Bronx qu'il y a potentiellement autour. Donc, assez curieux de voir quel va être le faisceau d'indices présenté qui apparemment sera suffisamment convaincant pour que tout le monde puisse au moins ouvrir ce débat. Et c'est un débat qui, pour Bitcoin en particulier, a lieu d'être, puisque à ce jour, je suppose pour ceux qui ont étudié un peu la philosophie de ce que représente Bitcoin, les cypherpunks et l'avant, tout ça, finalement, avant que Bitcoin émerge totalement, je suppose que ça serait quand même assez négatif si un jour on apprenait que Satoshi est vivant, qu'il est identifié. Enfin voilà, pour moi, ça serait quelque chose d'assez cataclysmique même. Donc, si ça n'est pas arrivé en une quinzaine d'années, je suppose que ça n'arrivera pas ou plus. Et effectivement, la théorie la plus simple à ce jour, ça serait que Satoshi Nakamoto, qu'il ait été seul ou qu'ils aient été plusieurs, soit décédé finalement. Ou voilà. Donc on va voir ce que ça donnera. C'est dans les prochains jours, entre mercredi et jeudi. Et voilà, c'est un peu l'information de la semaine parce que ça a déclenché une petite hype sur les réseaux sociaux sans être la grande révélation absolue, puisque ça sera bien entendu probablement un non-événement. Mais je trouvais ça plutôt cool pour le coup à traiter avec vous en intro de ce petit live qui est un live d'ailleurs sans prétention. J'ai rien préparé, j'ai pas de sujet en particulier à traiter avec vous, puisque ensuite les informations qui sont parues ces 2-3 derniers jours seront traitées demain dans la quotidienne sur une forme bien plus formelle dans laquelle vous avez l'habitude et plus courte que ce live d'aujourd'hui. D'ailleurs, peut-être même que ce live ne sera pas dispo sur YouTube pour une fois. On fait ça voilà sur Twitch tranquillement. Donc la contraction du prix, là on le voit très bien, on est toujours dans ce drapeau descendant, ce canal baissier qui nous embête un peu, sur lequel on n'arrive pas complètement à renverser la polarité. On a malgré tout un mois d'octobre qui, historiquement parlant, est censé être bon, un des meilleurs mois de l'année d'ailleurs pour le marché crypto, à ceci près qu'on a eu un septembre qui a clôturé dans le vert et qui était censé être rouge. Donc là aussi, bon, on ne peut pas complètement se projeter à l'avance sur de quoi demain sera fait, mais c'est vrai que j'ai la sensation, en tout cas ça fait pas mal de temps qu'on en parle, que ça soit en live ou sur YouTube, que si on ne s'active pas maintenant pour le marché crypto, là sur ce mois d'octobre,
on va louper le coche et on risque de se laisser glisser encore au moins jusqu'à début 2025. Donc j'espère vivement que là maintenant on arrive à renverser la polarité. On le voit au niveau du MACD en hebdomadaire sur le crypto total. On est pile poil sur la zone neutre et on s'apprête à croiser. Et si ça ne passe pas maintenant, bah, effectivement, ça voudrait dire que le marché des États-Unis, par exemple, le SP500 qui est très très haut perché, commence à redouter la récession, ce qui n'a pas l'air d'être le cas aujourd'hui, puisque chiffre après chiffre qui paraissent, ils sont toujours meilleurs que les précédents. On a quelques petits chiffres qui ralentissent parfois, mais voilà, c'est pas non plus des catastrophes par rapport au consensus attendu en général. Donc, je vois pas ce qui retient à ce jour complètement le marché crypto de partir. En plus, on l'a vu, la liquidité est relativement abondante et en progression constante depuis quelques mois. On a la Chine qui a injecté pas mal d'argent. Donc, il n'y a pas de frein majeur à ce que le marché crypto en tant que tel se tire à ce jour vers le haut. Or, il y a un truc quand même qui interpelle à court terme, c'est qu'on a le dollar américain, les bonds, les taux à 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, le gold, on a tout qui rebondit en même temps et qui laisse à penser que bah, y a forcément quelqu'un qui va se tromper dans cette équation-là. Parce que normalement, quand on a autant de liquidités qui attend sur le banc de touche et notamment du côté des taux, on n'est pas censé avoir les actions, voire les cryptos qui montent, et on n'est pas censé, si le dollar finalement est corrélé positivement à ça, mais voilà, on a eu le dollar qui nous a imprimé quasiment 2,5 points, 3 points sur le DXY. Donc, pour avoir un début de vrai bull run au niveau du marché crypto, et là pour l'instant, je me concentre sur Bitcoin avant de parler sur les alts ensuite. On a besoin d'avoir le DXY qui est faible, comme il a été depuis plusieurs trimestres. Et là, ça n'est pas le cas à court terme. Pour l'instant, on a quand même un gros rebond. Et aussi, on a besoin que, comme ça s'est déjà passé précédemment, et notamment quand on a eu l'impression monétaire en 2020, mais pas que, on peut regarder 2008, comment ça s'est passé au moment des subprimes, etc. On est forcément ici sur un point haut au niveau des taux, peu importe qu'on soit dans un range, que ça continue un petit peu de moisir quelque temps là-dedans, il y a un moment où ça va s'effondrer complètement. Et c'est ce moment-là où le dollar aussi s'effondre en simultané et où l'argent revient dans des proportions complètement déraisonnables sur les marchés tels que les marchés actions et a fortiori le marché crypto. Donc à ce jour, on a quand même malgré tout quelque chose d'assez positif au vu de la force des indices qui finalement jouent contre nous, que sont les taux et que sont le dollar américain, avec un Bitcoin qui se tient plutôt pas mal autour de 62 000 dollars. Mais voilà, on n'a toujours pas ce retour de désengagement au niveau des taux et au niveau du dollar américain, ce qui fait que ça peut encore durer quelques temps. Et surtout, la question que je me pose de ce qui est en train de se mettre en place dans la tête des opérateurs au niveau du marché américain, c'est est-ce que eux n'anticipent pas que quelques mois après le pivot, on se prend justement la fameuse tape sur le coin du pif au niveau du SP500, du Nasdaq et tout ça. On pensait qu'on l'avait eu de manière un peu exacerbée lors du flash crash le 5 août au moment du problème du yen carry trade. Mais à ce jour, n'oublions pas que le yen carry trade était un problème externe à l'économie américaine en tant que telle. Et apparemment, ça s'est plutôt pas mal résolu et assez rapidement, ils ont réussi à rééquilibrer les comptes. Et ça encore que ça tiendra totalement tant que la BOJ, donc la Banque centrale du Japon, n'augmente pas ses taux. Et là, vu qu'il y a un nouveau Premier ministre japonais qui a été élu et qui, contrairement à son prédécesseur qui a complètement plié sous le poids des marchés en disant c'est bon, on ne fait plus rien pendant 6 mois, le nouveau Prime Minister japonais a un ton beaucoup plus agressif et dit il va falloir qu'on reprenne dès qu'on pourra. Donc, on est dans cette incertitude par rapport à cet argent un peu gratuit qui venait de la part du Japon. Et d'un autre côté, le marché américain qui est sur un point haut ultime, qui nous a quand même imprimé de très très belles bougies. Quand on regarde le SP500, c'est assez extraordinaire. On a eu une montée, quand bien même on a des petits accidents de parcours, où on est quand même passé depuis octobre 2022, c'est pas si loin en arrière, c'est 2 ans à peine.
de 3500 points à quasi 6000 points pour le SP500. Donc, à ce jour, quand on regarde le son de cloche du côté des institutionnels, on a Goldman Sachs, JP Morgan et un ou deux autres qui visent, selon les banques, entre 6000 et 6300 points pour le SP500 à un horizon de temps de 12 mois. Ce qui fait que, bon, en termes de progression, ça paraît pas si fou quand on le regarde d'ici, mais pour un indice, vous vous doutez bien que ça représente beaucoup d'argent. Donc 6000 points, ça ferait 4% et demi de plus, et 6300 points, comme il y avait pas mal qui le mettaient en avant, ça doit faire une dizaine de pourcents. Voilà, on est juste en dessous des 10%. Donc ça, c'est ce qu'attend le consensus à 12 mois pour le SP500, sachant que quand Goldman Sachs vous disent que le SP500 va monter to the moon encore, il y a quand même de grandes chances que ça fasse l'inverse, en tout cas à court terme. Donc ça aussi, hein, c'est qu'avec l'expérience et le temps qu'on le voit, et en 2008, on n'oubliera pas notamment ce qu'ils ont fait par rapport au subprime et par la suite avec la Grèce notamment. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir un peu les reportages ou tous les documents que vous pouvez trouver sur Internet à ce sujet. Mais voilà, on a des gigabanques comme ça qui sont rarement alignés avec les intérêts latents de leurs clients et qui souvent, d'ailleurs, spéculent contre ces derniers. Mais apparemment, ça n'a pas l'air de déranger grand monde. Donc, ça continue d'avancer comme ça, malheureusement. Donc, par rapport au marché US, on est très haut perché et le rebond court terme des taux fait que on a cet argent qui ne revient pas. Et ça, tant qu'on offre du 4% sur 2 ans, sur 5 ans, 10 ans et 4,32 sur 20 ans, pourquoi les gens vont venir se faire chier, entre guillemets, à acheter du Bitcoin ou encore pire, des altcoins, dont Ethereum qui est très décevant depuis pas mal de temps, tant qu'on leur offre du 4% comme ça, servi sur un plateau d'argent, garanti par des prêts d'État ou des trucs triple A, et bien qu'à ce jour, on peut aussi se poser la question de la tangibilité, je ne sais même pas si ce mot existe, mais voilà, de ce qu'il y a derrière justement les bonds. Peut-être qu'un jour, on découvrira que ça aussi, c'est le gros château de cartes bien pire que les subprimes sur lequel viendront s'effondrer à la fin des États et viendra s'effondrer en bout de course le capitalisme tel qu'il existe depuis bon nombre de décennies. Mais là, on se projette quand même relativement loin. Ça serait la fin d'un système finalement. Mais aujourd'hui, tant qu'on est dans la finance telle qu'elle existe et qui pour l'instant se tient plutôt pas mal en tant que telle que justement elle est façonnée, voilà, nous ce qu'on attend, c'est d'avoir un vrai crack au niveau des taux, ce qui voudra dire que l'argent est en train de sortir de cet argent de précaution. C'est un argent qu'on peut qualifier de safe haven, un peu comme le gold, hein, finalement. Pourquoi le gold est énormément monté? Probablement parce que voilà, il y a des tensions géopolitiques assez énormes. Il y a eu l'Ukraine et la Russie. Maintenant, il y a tout le conflit au Moyen-Orient qui a l'air de petit à petit s'établir tout autour. Donc, c'est les problématiques qui sont des problématiques à la fois géopolitiques, mais à la fois, là, on parle en plusieurs années, voire en plusieurs décennies. Et en fait, on a pas mal d'argent comme ça qui est venu se mettre dans les métaux précieux en particulier, parce que tout simplement, je suppose que notamment au niveau des BRICS, ils se sont rendus compte, quand il y a eu toute la problématique Ukraine/Russie, qu'il ne fallait pas qu'ils soient à ce point dépendants, voire interdépendants du dollar. Et c'est ce qui fait que même en amont de tout le déclenchement des conflits, en amont de l'Ukraine, en amont de tout ce qui se passe actuellement, on avait déjà eu pas mal de sons de cloche dès les premières années que j'ai commencé CM, sur lequel on avait la Chine, la Russie et bon nombre d'autres qui étaient en train de faire des stocks assez énormes de gold, justement. Et ce qui fait qu'à partir du moment où on a eu un supply qui s'est absorbé, on va dire, entre 2019-2020 à la sortie ici, février 2024, une fois qu'on a eu l'absorption sur un cours qui finalement était entre deux bornes, mais était plutôt à plat, derrière, on a l'envolée puisque voilà, on a tout le monde qui en parle. C'est exactement ce que c'est en train de faire finalement sur Bitcoin, hein. C'est pour ça que Bitcoin, ça peut prendre son temps
On peut se prendre une mégatole et revenir peut-être un jour à 40 000 dollars, un peu comme ça avait fait quand on est passé de 2000 à 1008 ici, là, sur l'or, avant que finalement ça explose, ou mars 2022 à octobre 2022, il passe de 2070 à 1600. Donc vraiment, c'était des amplitudes monstres pour un truc aussi capitalisé et un truc aussi robuste que ce que représente le gold aujourd'hui. Si on fait l'analogie face au Bitcoin, ça peut prendre encore du temps, mais il y aura un moment où on aura des étoiles qui seront alignées et c'est le moment où les taux vont s'exploser complètement. On n'aura plus que de nouveau du 1% et où ça ne sera plus du tout justement intéressant pour eux de rester exposés aux bonds ou de rester dans le dollar sur divers placements, puisque là aussi, vous avez dû le voir au niveau des offres des plateformes qui vous contactent régulièrement, vous avez la possibilité de faire travailler même en zone européenne votre argent entre 3 et 4% à peu près en suivant les taux de la BCE. Donc, quand on en vient à cette réflexion et pour essayer petit à petit d'aller un peu plus loin, là, on a parlé de la liquidité, on a parlé du marché américain, on a parlé du gold qui représente par essence l'actif préféré apparemment en cas de conflit et conflit étendu, multi-États et multi-continents. Et ensuite, on va avoir donc, une fois que l'argent un peu plus à risque permettra de refaire augmenter très significativement le Bitcoin et le marché crypto, on aura aussi peut-être, et là c'est une théorie que j'aimais voilà, en essayant justement de dérouler un peu ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux ces derniers temps, un Ether qui aujourd'hui, une fois qu'on a un Bitcoin à 100 000, 120 000, 150 000, je ne sais pas, les alts qui continueront dans un premier temps de suivre au pas tant qu'on a une Bitcoin dominance aussi haute, qui est aujourd'hui à 58%. Comme le disait Into the Cryptoverse Benjamin Cohen, bien que j'aime pas trop son laïus perma-bear un peu au sujet des alts, force est de constater que sur ce cycle, il avait plutôt raison par rapport aux alts. Par contre, quand on était autour de 15 000 dollars, lui et Datadash, les deux principaux personnages les plus suivis ou parmi les plus suivis du contenu anglais et US, étaient fervents partisans de dire qu'on allait aller beaucoup, beaucoup plus bas que 15 000 dollars. Donc, c'est des gens qui ont potentiellement loupé le bottom pour eux, n'ont pas ce truc de DCA que nous, on aime bien en Europe, et notamment depuis le temps que ces dernières années, les gens commencent, depuis 2020 notamment, à se former, s'éduquer financièrement. C'est vrai que le DCA, ça ne représente pas la méthode la meilleure ou infaillible, loin de là. Ça peut même être très problématique dans certains cas. Mais à partir du moment où on investit sur des indices ou par exemple sur Bitcoin pour du long terme en DCA, en fonction de la petite épargne programmée qu'on peut se permettre chacun à sa mesure tous les mois, voilà, c'est quelque chose qui peut s'entendre. En tout cas, aujourd'hui, si on fait la rétrospective de ce qui s'est passé là ces derniers mois, ces derniers trimestres par rapport au Bitcoin, aux altcoins, etc., c'est clair qu'on a un marché qui a changé, on a un marché qui s'est transfiguré. C'est un cycle sur lequel les mêmes coins ont vraiment la part belle. Donc, on a des gens très érudits de comment fonctionnent les marchés, avec énormément de capitaux. Ne vous y trompez pas, il n'y a pas que du PVP de particuliers. Le PVP de particuliers, ça va se passer sur Twitter avec des très très low cap qui vont se faire sniper par des gens qui ont des bots qui repèrent tout ça à la milliseconde où il commence à y avoir de l'activité. Et à la fin, le particulier reste malgré tout toujours perdant la plupart du temps, à part pour ceux qui y passent toute leur journée à essayer de dire que ça en continue, mais je pense que ça représente une frange de population assez marginale finalement. Donc si on fait abstraction du cycle qui est, oui, un cycle autour des mêmes coins, en tout cas pour l'instant en termes de narratif, c'est vrai que quand on regarde l'image de fond, on a la Bitcoin dominance qui est très haute, qui peut continuer de pousser. C'est une trend qui est haussière et qui continue d'être haussière jusqu'à preuve du contraire. Et ça, tant qu'on n'a pas la Bitcoin dominance, de même qu'on l'a vu tout à l'heure pour l'économie traditionnelle, on veut voir le dollar chuter, on veut voir les taux chuter. Tant que ça, c'est fort, on n'a pas d'alt season. C'est aussi simple que ça. Et quand on parle d'alt season, c'est là où je fais ma petite théorie qui vient s'appuyer un peu sur la seconde crypto-monnaie du marché. À ce jour, un Ether, quand on le stake, et Vitalik a encore émis la proposition récente
En tout cas, il ouvre la discussion de faire du solo staking à partir de 1, 4, 8, 16 Ethers. Voilà, peut-être qu'un jour, on aura la possibilité de staker un nœud sous 32 Ethers. Aujourd'hui, on peut déjà le faire en utilisant du Lido ou des trucs comme ça, de liquid staking, comme on les appelle. Donc, en gros, vous déposez un Ether sur Lido, on vous rend un WSTE, non, un STETH, pardon, ce qui représente un token de ce que vous avez déposé et qui tous les jours capitalise un petit peu ce fameux 3%, 3% et demi que justement à l'année rémunère Ethereum. Là où je veux en venir, si vous suivez le fil de la pensée, je pense qu'il y en a qui y sont déjà arrivés avant moi. Une fois qu'on a des taux américains qui sont plus attractifs et que l'argent revient sur un fond de vague quand même assez importante au niveau du marché crypto, qu'est-ce que vont pouvoir faire les institutionnels au niveau du pitch s'ils ne sont pas trop bêtes? Parce que pour l'instant, ils n'ont pas l'air pour les ETF de réussir à le vendre à leurs riches et clients fortunés. C'est dire, regardez, avant, vous aviez 3-4% sur les taux, vous étiez safe. Là, aujourd'hui, Bitcoin, il ne rémunère pas en soi. Vous avez fait une belle performance sur Bitcoin. Qu'est-ce qui vous attend au niveau d'un actif qui, un, coûte pas cher, qui, deux, a résolu ses problèmes de consommation, donc ESG, ECG, tout ce qui est environnemental, ça consomme que dalle pour les personnes qui, entre guillemets, sont sensibles à cette cause. Deuxièmement, vous avez la possibilité de gagner 3-4% sur l'actif pur et dur, pas en dollars. C'est-à-dire, on gagne véritablement de l'Ether. Vous participez à la sécurisation du réseau, blablabla. Je pourrais vous écrire un bouquin sur comment pitcher, entre guillemets, aux institutionnels Ethereum en tant que réseau. Voilà, pour moi, il y a un moment où on a ce point pivot, ce point de bascule dans Bitcoin qui est déjà bien avancé, bien haut, avec une dominance bien latente, prête à exploser, entre guillemets, ou à lâcher du lest, si vous préférez. D'un autre côté, le DXY qui s'apprête à chuter, les taux qui se mettent à chuter et finalement la rotation qui pourrait se faire à ce moment précis entre un Bitcoin qui est venu chercher ses 100 000 dollars et plus. Peut-être que ça s'arrêtera avant 100 000, peut-être qu'on ira à 150 000. J'en ai aucune foutue idée pour le coup, mais c'est ce qui permettrait en termes de rotation réelle d'enclencher pour de bon une alt season, d'avoir le point bas au niveau de ETH-BTC qui aura bel et bien été fait peut-être autour de 0,04 ou un peu plus bas autour de 0,03 entre-temps. C'est toujours de l'ordre du possible. Mais voilà, c'est à peu près ce sur quoi j'essaie de me projeter personnellement pour les prochains trimestres, puisque là aussi, en termes de timing, autant vous dire que si on a au bout d'un moment, que ça soit en Russie ou au Moyen-Orient, qui appuie sur le bouton et qui nous lance une dinguerie en missile, ça sera un peu la dernière des préoccupations, les cryptos sur le moment. Mais tant qu'on n'en arrive pas à ce genre d'extrémité, j'essaie de me projeter sur des scénarios qui sont réalistes et raisonnables. Donc j'espère que ça vous donne un petit peu d'espoir, entre guillemets, à la fois sur le futur, à la fois sur une potentielle alt season, tout en jaugeant bien du fait que à ce jour, nous ne sommes toujours pas avec des étoiles alignées et dans des conditions qui nous permettent justement à la fois, premièrement, de venir chercher le début du risque sur Bitcoin. Et quand on aura le pump de Bitcoin, que ça parte de 40 000, de 50 000, de 60 000, on s'en fout, à partir du moment où ça arrivera, le moment, l'instant T. Quand on renversera la polarité sur Bitcoin, ça voudra dire qu'on a le début de cette vague qui est en train de s'amorcer. Et une fois que la vague elle est amorcée, si on coche toutes les cases que je viens de vous citer précédemment, on pourra à peu près jauger du moment sur lequel on aura la fameuse alt season. Maintenant que j'ai donné l'environnement macro et l'environnement global, j'attire votre attention sur le fait que sur ce cycle en particulier, je suis persuadé, et je l'étais déjà un an auparavant quand j'avais fait ma fameuse thèse sur YouTube pour 2023 à 2024, en gros, ou 2023-2025, je ne sais plus. J'en perds le temps à force de faire des vidéos et à force d'être avec vous justement depuis bientôt 6 ans, en 2025. Et donc, ma théorie depuis le départ, c'était que ce cycle, une fois les institutions installées, serait un cycle extrêmement compliqué à naviguer pour les particuliers. Et donc, je suis toujours partisan de dire, jusqu'à preuve du contraire, qu'on n'aura pas ce qu'on a eu en 2017 et 2021, ou de façon beaucoup plus fugace, beaucoup plus amoindrie, et avec de l'argent qui devient
en tout cas avec les professionnels de marché, de moins en moins bête. L'argent bête finalement, et c'est un peu con de le dire comme ça parce qu'il est à la fois bête et pas si bête. Aujourd'hui, il se fait dans les mêmes coins. Et on l'a vu, vraiment, on a des professionnels de marché qui vont sur les mêmes coins, qui savent comment extraire de l'argent des mêmes coins. Et de l'autre côté, les particuliers pour qui finalement c'est un genre de PVP qui est acceptable puisque ça leur permet tout simplement d'aller se confronter à un token où c'est soit ça passe, soit ça casse, mais au moins on a la réponse directe et rapide de si on a investi sur le bon truc ou si ça se révèle être un énième rug. Là où finalement le jeu des viciers, comme l'a très bien décrit notre cher Manu dans le dernier live, d'ailleurs vous l'avez quelques émissions en arrière, à la fois là sur Twitch et sur YouTube, vous avez un jeu de viciers qui est aujourd'hui, à mon sens, encore pire que celui qu'on a eu en 2020-2021, où on a des projets surcapitalisés qui permettent à leur VC de sortir avec des rendements de x500 et en permettant de justement vendre immédiatement des trucs ou de ne pas avoir le temps du vesting qui commence à partir du moment où le token arrive sur le marché, mais ils leur prennent toute l'antériorité pour dire ok, par exemple, toi, tu étais en seed, tu aurais dû avoir tes tokens sur 2 ans. Ils attendent depuis 2 ans justement qu'ils ont fait leur investissement et day one, à partir du moment où par exemple l'invest arrive sur le marché, voilà, c'est le flux continu de vente et pendant ce temps-là, les réseaux sociaux alimentent la hype. Donc ce qui fait qu'au début, il y a une contrepartie, mais très rapidement, ça s'effondre et on l'a vu sur bon nombre de bons projets finalement. Je ne vais pas les citer parce que j'aime pas citer les projets comme ça en disant il y a un tel qui a fait ci, il y a un tel qui a fait ça, mais il y a 2 projets qui sont très bons d'un point de vue technique, fondamentaux et de ce qu'ils peuvent apporter, qui ont été capitalisés plusieurs milliards, voire dizaines de milliards à leur sortie, et qui derrière ont fait depuis moins 70, moins 80, moins 90%. Donc voilà, c'est un jeu qui finalement est un jeu de Game of Thrones au niveau des VC, et sur lesquels les particuliers sont de plus en plus perdants et il n'y a pas eu de changement de ce côté-là. Malheureusement, on pensait qu'on aurait un renouveau au niveau des VC et de comment ça s'articule, mais aujourd'hui, finalement, il faut quand même voir la réalité en face. Un venture capital, il est là pour déployer de l'argent, le récupérer derrière avec une grosse somme. Et quand ils investissent un demi-million, 1 million, 2 millions, 3 millions dans un projet au début sur lequel ils ont juste 3 lignes sur un papier et qu'ils ne sont même pas sûrs de revoir leur argent, voilà, ça représente la première pierre financière à l'édifice qui permet au projet justement de démarrer. Donc c'est un gros risque. Mais quand ça prend derrière, le particulier qui vient s'y frotter, malheureusement, est très rarement le grand gagnant de cette équation. Et ça avait été bien décrit, bien mieux que ce que je viens de le faire par Manu. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse, c'était à peu près vers la moitié de l'émission de Souvenirs à regarder en sortie de tout ça, justement, le propos qui était tenu. Donc ça fait demi-heure que je parle tout seul. Je vais quand même vous lire un peu dans le chat. On va échanger autour de ça. Et ensuite, voilà, j'irai vaquer à mes petites occupations puisqu'en ce moment, on est encore en plein rush pour vous fournir du contenu, justement. Ça sera du contenu qui sera disponible un peu à part, mais c'est quelque chose qui nous tenait à cœur de réaliser. Et ça prend beaucoup plus de temps et d'énergie qu'on le pensait. Donc, on essaie de se retrousser les manches de ce côté-là pour vous livrer toujours plus de choses. Et d'ailleurs, je crois qu'il y avait même Marc qui avait dit qu'il voulait vous faire un petit tuto spécial sur comment vous créez un multi-signature sur Gnosis, un safe, un coffre finalement. On va essayer de parler un peu français. Et voilà, donc on va vous faire tout ça, mais c'est toujours c'est plus facile de s'imaginer tout ce qu'on a à faire plutôt qu'une fois qu'on y est devant. C'est assez long à produire. Qu'est-ce que je pense du conflit géopolitique? Honnêtement, j'ai pas les capacités pour te parler de géopolitique. Donc tout ce que j'essaie d'en retirer, c'est ce que nous disent les indices. Et les indices à ce jour, c'est le gold qui skyrocket. On a un SP500 qui est sur un point haut. On a les taux qui remontent. Voilà, j'essaie d'interpréter en fonction des datas que j'ai. Mais après, je suppose que pour avoir un véritable avis au niveau des matières premières et de la géopolitique, c'est des dizaines d'années de pratique, d'expérience sur les marchés,
de personnes qui ont étudié à la fois l'histoire, à la fois les civilisations, le comportement en temps de guerre. Donc franchement, c'est très, très difficile, je pense, pour quelqu'un comme nous, en tant que particulier, de nous d'avoir un avis construit là-dessus. J'essaie de vous en donner un peu en fonction de mes capacités, mais je sais aussi reconnaître que c'est pas du tout le truc sur lequel je suis effectif. Et même au niveau des cryptos aujourd'hui, hein, il y a des gens qui pensent que voilà, parce qu'on s'appelle CM, parce qu'on s'appelle Hasher, parce qu'on s'appelle machin, qu'on connaît tout sur tout, mais bien loin de là. Et je pense qu'il faut avoir cette humilité au quotidien, même dans notre propre domaine, même si on y passe 10-12 heures par jour depuis 5 ans, 6 ans, voire 7-8 pour certains ou beaucoup plus pour ceux qui étaient déjà là en 2010-2011, s'il y en a encore parmi nous, voilà, de prendre ça avec humilité et de se dire chaque jour que finalement on ne sait pas grand-chose et qu'on continue d'apprendre en cours de route. Et je pense que pour les marchés, on revient un peu à ce qu'on disait par rapport au trading aussi. Le trading qui finalement est extrêmement difficile à mettre en place pour les particuliers. Très, très peu d'élus à la fin, c'est-à-dire de traders qui vont gagner de l'argent par rapport à tous ceux qui vont perdre en cours de route. Mais c'est pour ça qu'on prône sur la chaîne l'investissement long terme et certainement pas le trading. Mais quand on regarde au niveau d'un cycle financier, trad, c'est du 8-12 ans à peu près. Je fais une moyenne, ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus. Mais je suppose que pour avoir du background face à tout ça. Admettons, si j'avais commencé à m'investir sur les marchés financiers en 2000, voire 2008, peut-être qu'aujourd'hui, je pourrais commencer à dire que j'ai suffisamment d'expérience. Mais là où je veux en venir, c'est que pour la TradFi, je pense qu'avant de s'autoproclamer expert en quelque chose, il doit falloir une bonne 15 à 20-25 ans pour avoir 2 cycles entiers dans les pattes. Et pour la crypto, 2 cycles, ça peut paraître beaucoup déjà parce que ça fait 8 ans quand on regarde au niveau du cycle du halving. Mais je pense qu'il nous en faudra plus, peut-être 3-4 cycles pour vraiment en mesurer la profondeur et d'autant plus que chaque cycle fait changer le visage un peu du marché. Donc voilà, si j'ai pu répondre à ta question tout en répondant un peu plus de façon élargie, mais voilà. Global Liquidity Break-up, c'est une question de temps. La Fed pourrait-elle nous sortir une impression monétaire? Non, je pense pas que la Fed s'apprête à mettre de l'argent sur le tapis. Au contraire, oui, ils avaient une politique restrictive jusqu'à présent, c'est-à-dire ils enlevaient au bilan. C'est ce qu'on appelle le tightening, contrairement au quantitative easing qui est l'impression monétaire et qu'ils ont fait très bien en 2020, tellement qu'on n'a jamais eu autant d'argent sur les marchés que depuis 2020. Et je pense que vous le voyez très bien au niveau des amplitudes et de la volatilité. D'ailleurs, pour en avoir discuté, pour la petite anecdote, avec des gens dans des institutions financières, même eux, au niveau des institutions financières européennes, ils sont en train de revoir leur modèle parce qu'il y a trop de volatilité. Donc, on est pile poil dans les clous du début du film Margin Call, où finalement ils ont une réunion et ils disent on a, quand même, il y a un modèle qui est un peu bizarre, on a dépassé notre volatilité type depuis 15 jours, etc. Et quand on projette le truc un peu plus loin, on va tout droit dans le mur. Et la dernière fois, j'ai eu cette discussion avec quelqu'un de bien, bien placé justement dans une institution financière qui me disait, d'un point de vue européen, le top 3 là, des banques EU, on est en train de revoir le modèle de volatilité. Donc j'étais en train de me dire, merde, ça ressemble un peu trop au début de Margin Call, mais peut-être que c'est bon aussi qu'ils s'en rendent compte en amont et pas trop tard. Mais voilà, c'est la petite anecdote. Donc pour recentrer et te répondre, puisque j'ai tendance à partir un peu dans tous les sens, la Fed, non, je ne pense pas qu'elle va ressortir de l'impression monétaire. Par contre, elle arrête d'enlever au bilan. Donc, ce qui fait que normalement, la liquidité devrait là aussi revenir, mais depuis, comme on l'a vu, les bonds et les trucs comme ça. Or, à court terme, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu les taux qui ont beaucoup reculé au moment où on a eu le pivot de la Fed 0,50 qui est appelé un jumbo, c'est-à-dire on n'a pas fait le 0,25 de base, c'est direct 0,50. Et les chiffres qui sortent derrière, ils démontrent que la Fed aurait pu se permettre de faire 0,25 et pas 0,50. C'est-à-dire on a des bons chiffres. Donc, on avait eu un marché qui, par anticipation, puisque n'oublions jamais que 3 mois, 6 mois avant,
Les marchés anticipent toujours ce qui va se passer demain. Les marchés ont anticipé 0,25 potentiellement. Ils ont beaucoup baissé au moment de 0,50 sur les taux. Et maintenant que l'économie montre des signes de force et pas de récession, qu'est-ce que sont en train de faire les taux? Ils remontent en sens inverse puisque la Fed a baissé trop vite. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à suivre le raisonnement qui est complètement déglingué, mais on en est là, finalement, court terme. Ça ne veut pas dire que c'est un problème pour nous, ça veut dire que ça ne fait que repousser les échéances et qu'au bout d'un moment, voilà, ça commence à être long le temps pour nous qui vivons ces contractions sur le marché crypto. Mais pour le marché traditionnel, c'est un truc qui peut durer 6, 12 mois, voire plus encore, sans que ça remette les choses en question, hein, finalement. Ne pourrait-on pas avoir malgré tout un bon bull run avec la liquidité existante sans nécessairement faire du QE? Oui, oui, bah, c'est tout à fait ça, hein. Moi, je pars du principe qu'avec la liquidité mondiale qui est dispo, on peut déjà faire un bon cycle, mais il faut que l'argent sorte du dollar et des bonds. C'est incroyable aujourd'hui d'avoir de nouveau un rebond de 5% sur les bonds. C'est juste pas possible. Au bout d'un moment, je ne sais pas à quoi ils s'accrochent là-bas à vouloir à tout prix leur 4% sur ça, mais voilà, laissez-les tranquilles, les bonds, et venez un peu alimenter notre bon vieux Bitcoin. Et ça sera pas mal. Bon, je dis ça en rigolant, mais voilà, il y a des choses forcément qui nous échappent, hein, au niveau de ce qui est en train de se mettre en place au niveau de l'économie. C'est pour ça qu'il n'y a jamais personne qui pourra vous donner un son de cloche précis sur ce qui est en train de se passer, et encore moins un particulier comme moi qui vient pas de la finance et qui saura pas justement vous faire une analyse macro ultra approfondie. Mais on essaie à peu près de naviguer en fonction de ces infos, et c'est vrai que bon, c'est c'est à la fois passionnant, mais à la fois déroutant, j'ai envie de dire. Hier, pour la première fois de l'histoire, un club de football professionnel a utilisé la techno blockchain pour leur billetterie. Il s'agit du FC Metz. Eh ben, très bien, hein. D'ailleurs, je dis Metz, mais c'est Metz, je suppose. C'est la prononciation de sudiste, ça. On prononce toutes les lettres, nous. On n'est pas là pour niaiser. Donc, ouais, excellent. Et je pense aussi à toute l'industrie de la musique pour éviter les contrefaçons, les trucs comme ça. Très cool, hein. Très, très cool. Bah, clairement, les bons du trésor en réserve de valeur, aujourd'hui, c'est ce que ça représente avec le gold, et ils l'ont prouvé. Mais là où, par contre, je suis plutôt fier du bitcoin à court terme, c'est que quand on a eu l'autre fois un dimanche, je crois, c'était dimanche dernier d'ailleurs, hein, si je dis pas de bêtises, le début des hostilités de nouveau là entre, Israël et Liban, j'ai la sensation que Bitcoin a plutôt pas mal tanké, et que pour avoir vu la réaction sur les réseaux sociaux des gens qui s'étonnaient que Bitcoin n'ait pas plus chuté un dimanche, au moment où justement il manque un peu de liquidité et qu'on n'a pas le futur CME qui a réouvert, etc. Bien que au moment du futur CME, on s'est de suite pris la tape, hein, finalement. Mais voilà, si je fais abstraction justement de la dureté un peu de ce qui s'est mis en place autour de tout ça, j'ai la sensation que le Bitcoin a plutôt pas mal tenu. La question, comme d'habitude, c'est quel moment on va avoir justement en termes de fenêtre pour le BTC, pour lui permettre de se relancer dans un contexte et dans un environnement qui lui est favorable. Et là, pour l'instant, on est sur un BTC qui essaie de survivre et de se raccrocher à des supports et de ne pas se faire à nouveau malmener. C'est plutôt ça. Que penses-tu du choc de liquidité BTC sur les échangeurs quand ils n'en auront plus beaucoup? Ben, c'est ce qui se passe en fait à chaque fois. Et là, à peu près, c'était les derniers chiffres de Willy Woo. On a 3 millions de bitcoins en flottant sur les échangeurs. Donc, sur 21 millions aujourd'hui, sur les 10, 15, 20 plus gros échangeurs, même si on se concentre même que sur 5, je pense que ça donne déjà le gros du truc. Il y a à peu près 3 millions de BTC sur 21 millions qui s'échangent. Donc, est-ce que ça apporte derrière la rareté qui permet, notamment au moment du bull run, de propulser le prix beaucoup plus haut? Bien entendu, c'est un effet mécanique. Moins tu as de disponibilité d'un actif, et plus derrière, il y a une demande à un moment donné qui est exacerbée. Et au plus, on a ce fameux le choc de liquidité qui permet justement d'avoir une appréciation de l'actif
On avait eu un très beau choc de liquidité, d'ailleurs pas forcément en 2021, bien que ça puisse paraître ici super pentu, mais on l'avait eu, on va peut-être regarder un autre ticker, là. Pour moi, 2017 était vraiment l'apogée de ce choc de liquidité où on a eu tout du long quelque chose de bien suivi. On avait des gros retracements, c'était repayé. On voit que ça collait autour de la moyenne mobile 20 hebdo. Donc, ça, pour moi, c'était vraiment la parabole parfaite, ce qui s'est passé en 2017. 2021, on a eu un bull run qui finalement était loin d'être dégueu, mais qui aurait pu s'arrêter effectivement, qui aurait dû d'ailleurs s'arrêter au printemps 2021. Il y a eu toutes les carabistouilles autour de FTX et derrière, on en a payé les conséquences. Et aujourd'hui, donc, après un point bas autour de 15 500, on a eu pas mal de temps pour consolider. 13 mars 2023, extraction octobre 2023. Ça a trop poussé tout ce qui s'est passé ici. Je vous l'avais déjà dit, mais je le répète. Pour moi, tout ce qui s'est passé ici, c'est quelque chose qui a été provoqué par la hype au niveau des ETF et qui fait que depuis 7 mois, désormais, on est complètement bloqué dans cette box parce qu'on est allé trop haut, trop vite, trop rapidement et que là aussi, ben, le marché n'était finalement pas prêt. Donc, en soi, c'est un petit miracle aujourd'hui qu'on en soit revenu à des statistiques de bear market du côté des réseaux sociaux en ayant un prix du Bitcoin qui est à 62 000. Je ne vais pas dire que j'ai pile poil les mêmes métriques que quand on était à 15 000. On en a peut-être 30 à 50% de plus, mais on est sur des métriques qui, d'un point de vue médiatique, d'un point de vue des marques, d'un point de vue des nouveaux projets, sont catastrophiques. Donc, c'est plutôt positif en un sens de se dire que Bitcoin réussit à ne pas complètement se faire éclater quand on a un conflit justement qui prend de l'ampleur, réussit à se maintenir à 62 000 alors qu'il n'y a strictement plus aucune hype sur les réseaux sociaux autour des crypto-monnaies. Et voilà, on est clairement pas trop mal foutu de ce côté-là. Ça, c'est quand même un point très positif à remarquer et qui font aussi que bon nombre de mes confrères très impliqués dans des médias ou dans la cryptosphère pensent que au plus longtemps on passera du temps dans cette contraction, au plus la sortie en sera forte et frénétique derrière. Là aussi, je vous laisse vous faire votre propre avis sur ça. Sur tous les cycles précédents, les taux étaient proches de zéro, même avec les futures baisses de taux, les taux ne seront jamais aussi bas qu'avant. Est-ce que c'est un problème? Non, c'est pas un problème. On peut avoir des taux qui sont à 1-2% et ça remettra pas en cause la reprise de l'économie, qu'il y a des crédits qui sont faits et tout ça. On veut juste voir les taux et le dollar ne plus être le truc sécure. Et là, ce jour, eh bien, je ne sais pas si c'est vraiment les Américains qui sont persuadés que c'est le meilleur placement et peut-être qu'à court terme, ça l'est, de rester comme ça totalement bloqué sur ce truc à 4%. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on peut observer au niveau des indices et des indicateurs. Et du moment que tu n'as pas forcément envie justement d'acheter un SP500 qui est sur un ATH, en tout cas pas immédiatement, qu'est-ce que tu fais? Tu mets ton épargne, ton économie à attendre sur soit les taux de la Banque centrale ou de la Fed ou directement les fameux bonds qui représentent donc des obligations d'État et qui sont censés aujourd'hui, je dis censés parce que je me méfie dans l'économie moderne telle qu'on l'a connue et connaît aujourd'hui, mais voilà, c'est censé être le plus safe du plus safe dans ce que représente aujourd'hui la finance. Et d'un autre côté, c'est clair que 4% safe sur des bons au trésor, pourquoi on irait se casser le cul ailleurs? Pour ceux qui ont des milliards, voilà. Si tu as des milliards, ton 4% safe, tu le prends, hein. Tu vas pas aller dans je ne sais quoi, hein. À quel moment saurons-nous si nous sommes en hard landing ou soft? Quels sont les délais pour que les marchés répondent à la Fed? Alors ça, on l'avait traité précédemment avec bon nombre de tableaux. Je veux pas te dire de bêtises parce qu'il y a 2-3 tableaux qui disent tout et l'inverse selon comment on prend les stats et les datas en termes de temps, je parle, pas en termes de pourcentage de retracement ou de pump, etc. Mais si je me base sur le tableau que j'avais partagé précédemment, qu'il y ait une récession ou qu'elle n'y soit pas, c'est-à-dire qu'on ait un soft landing, c'est-à-dire l'économie à plat finalement, c'est ni positif ni négatif, jusqu'à ce que de nouveau la croissance permette de tout refaire repartir de plus belle, c'est à peu près 12 mois.
Donc, le pivot de la Fed s'est effectué désormais il y a quoi? Un mois à peu près. C'était la première semaine de septembre, si je dis pas de conneries. Donc, tu comptes 12 mois, ça nous amène à l'automne 2025 pour voir totalement si au cours de 2025, on s'est pris une récession au niveau des États-Unis, ce qui pour l'instant n'a pas l'air d'être le cas qui va se jouer. Mais là aussi, voilà, hein, peut-être que dans 3 mois, tout se sera déglingué, donc on ne peut pas trop le savoir à l'avance. Mais pour le moment, les indices qui paraissent, les emplois, le chômage, le CPI, le PCE, tout ce qui est ménage américain, etc., on n'est plutôt pas dégueu. Donc, on le saura sous 12 mois. Et sachant que si c'est un soft landing, on le saura bien assez tôt, puisque je suppose qu'à partir de l'élection du nouveau président des États-Unis, notamment, ça peut là aussi donner une autre dynamique un peu au marché en fonction des décisions qui seront prises. Donc, 12 mois, un an, je pense, si on se donne à peu près un objectif de temps par rapport à tout ça. Ce qui va peut-être dans le sens aussi d'une terminaison du bull run crypto, s'il a lieu entre maintenant et 2025, à l'automne 2025. Et là, je ne vous refais pas non plus de nouveau les calculs ou les laïus, mais si on respecte pile poil la cyclicité des 4 ans à nouveau, ça nous amène effectivement autour de l'automne 2025 pour la fin du bull run. Là, j'ai plutôt la sensation, ça reste un ressenti, hein, c'est personnel, que si ça part sur fin de 2024, début 2025, on pourrait de nouveau retrouver le top entre mars, avril, mai 2025, mais ça reste sujet à si ça part maintenant, si on n'est pas décalé justement au travers du temps. Donc, c'est beaucoup de suppositions, mais c'est une année, si on se projette de l'automne 2024 à l'automne 2025, qui va nous apporter beaucoup de réponses. Quand bien même on aurait le Bitcoin qui, pour X ou Y raison, repart en direction des 50 000 ou des 40 000, la moyenne mobile 200 hebdo, ça nous donnerait le point bas multi-année des années suivantes. Et si jamais c'est pas ça qui se passe et que le Bitcoin se met à pomper, on aura la réponse de si c'était le début du bull run ou en tout cas la continuation de celui-ci et la terminaison de ce dernier aussi sur un horizon de temps de 1 an. Donc, un an, quand on pense, comme je vous disais tout à l'heure, au cycle traditionnel financier qui se font sur une base de 8 à 12 ans, je suppose que c'est pas la mer à boire, rendue aujourd'hui. Voilà. Si le cycle se décale de 6-12 mois supplémentaires, les particuliers risquent de bien baisser les bras et donc on serait bien sur une marge victoire des instituts. Oui, oui, tout à fait, mais c'est déjà le cas, hein. Je pense qu'aujourd'hui, il reste quand même très, très peu de particuliers, hein. Quand on regarde les métriques au niveau des réseaux sociaux, c'est assez catastrophique. Et même pour alimenter ça, quand on a eu la hype du premier trimestre 2024 avec les ETF, etc., on a eu des métriques qui ont pas mal remonté, mais c'était sans commune mesure avec ce qui s'est passé en 2021. J'ai vu aucun média, ni de près ni de loin, revenir chercher le début de quelque chose de ce qu'ils avaient en 2021. Donc, pour moi, c'est un cycle où les particuliers vont se réintéresser aux cryptos une fois que Bitcoin sera à 100 000 et qu'on en parlera absolument partout, médias traditionnels comme Hanouna, comme n'importe où, comme on l'a eu un peu sur ce début 2024. Qui que ce soit sur la planète parlera un peu du Bitcoin à partir du moment où il aura atteint ce compte rond psychologique et un peu ce plafond de verre des 100 000 dollars. Et d'un autre côté, bah, les particuliers qui reverront Bitcoin à 100 000, j'essaie de me projeter si aujourd'hui j'étais quelqu'un qui ne s'intéresse pas du tout au marché crypto, j'allume la télé, entre deux conneries de BFM, je vois Bitcoin 100 000, je dirais ok, il a beaucoup monté, c'est très cher. Les entre guillemets haters de Bitcoin, de crypto diront comment c'est possible que ce scam soit allé à 100 000 dollars et tu rééteins la télé et tu vas certainement pas te réintéresser au marché crypto parce que tu as vu le titre Bitcoin 100 000. Si tu vois un truc qui est vendu 100 000 comme ça à la télé, aujourd'hui, ça représente pour un Français moyen qui va gagner entre 1 500 et 2 000 euros par mois, enfin moyen, pour un Français qui a des revenus entre le SMIC et on va dire un salaire à peu près convenable, on va dire elle est entre 1 500 et 2 500 euros. Imagine quand tu vois à la télé un actif
où on te dit un bitcoin vaut 100 000 quand tu n'y connais strictement rien et que tu sais pas que tu peux t'acheter un Satoshi à X euros, entre guillemets. Tu te dis, OK, bah, c'est cool, le bitcoin à 100 000, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, balèque. Et donc, pour moi, ce cycle, c'est déjà scellé d'avance du fait que les particuliers reviendront, mais pas dans des proportions comme on a eu par le passé. Et après, par contre, ce qui peut arriver, c'est qu'ils viennent s'intéresser au marché crypto, certains, au niveau des meme coins, au niveau des altcoins, parce que machin a fait 10 000 sur Shiba, mon voisin avait mis 1 000 $ sur Pop Shit mes couilles, et le truc a fait fois 50. Tu vois, ils viennent un peu là aussi à retardement dans tous les cas. Donc, à ce jour, penser que ce sont les particuliers qui vont permettre de refaire partir quoi que ce soit au niveau de ce cycle, je pense que c'est une hérésie finalement. Et voilà, c'est ce que nous a prouvé en tout cas le cycle jusqu'ici. Peut-être qu'un jour, c'est moi qui me tromperai sur ce que je pense là maintenant, en fonction des infos que j'ai aujourd'hui, sur cette propension des particuliers à revenir au marché crypto et à le faire décaler positivement. Mais pour l'instant, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop et je pense aussi qu'on va arriver à un moment où on aura tellement de gens qui vont avoir des intérêts d'un point de vue, comment dire? Institutionnalisé. Je vais essayer de décrire rapidement ce que j'appelle institutionnel parce que sinon ça va pas parler à tout le monde. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, de la même façon que je te disais à l'instant, si j'étais pas dans la crypto, que j'allume BFM et que je vois Bitcoin à 100 000, tu as beaucoup de particuliers et qui sont des particuliers avec des moyens, notamment je pense aux États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis, j'ai lu un article hier, l'Américain moyen pense qu'il doit générer 100 000 $ par an pour être à peu près flat au niveau de son budget, c'est-à-dire une famille avec 2 enfants. Papa, maman, 2 enfants. Donc 100 000 $ aux États-Unis, c'est ce qui fait vivre une famille selon l'Américain moyen pour une année. Donc je pose ça là. Hein. Ça vous donne à peu près la base. Et aujourd'hui, quand on a des particuliers américains qui ont beaucoup d'argent ou qui ont de l'argent tout court et qui, comme nous, veulent l'investir, ou là-bas, dans tous les cas, ils l'investissent parce que sinon, ils n'ont pas la retraite par répartition comme on l'a chez nous. Globalement, ils vont avoir aujourd'hui le choix soit d'investir en direct, chose que bon nombre doivent faire, hein, bien entendu, les gens comme nous qui s'intéressent aux cryptos, mais surtout ce qu'on ne va pas arriver à mesurer, nous, de notre côté, c'est que à partir du moment où on leur propose des produits dérivés, voire des ETF spot, c'est quelle proportion de particuliers tu retrouves dans la masse énorme financière que représentent BlackRock ou tous les autres au niveau des ETF et qui ne vont pas être comptabilisés en tant que particuliers au niveau du marché. Donc là maintenant, je pars du principe que on ne pourra plus mesurer est-ce que ce sont les retails qui sont en train de revenir sur le marché ou sur quelque chose dans ce style par rapport au marché crypto. Par contre, en sens inverse, tous les retails mis les uns à bout des autres qui représentent l'ETF, par exemple, de Bitcoin de BlackRock, là, c'est quelque chose qui peut avoir une force de frappe absolument fantastique, mais que tu ne peux pas mesurer en tant que tel. Donc, je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est pour moi le pont en fait entre un monde où tu n'as pas besoin de t'intéresser au sous-jacent, parce qu'aujourd'hui, regarde, je prenais tout à l'heure l'exemple BFM slash le gars qui s'intéresse pas du tout aux crypto et qui va s'en battre le steak comme de l'an 40 de voir BTC 100K à la télé. Mais aujourd'hui, admettons, tu es dans un family office, tu as bien réussi ta life aux États-Unis, tu te la coules douce, tranquille, tu as fait tes millions là-bas, tout va bien. Tu es soit dans ton ranch au Texas, soit à Miami ou à New York, la vie coule douce. Et donc, on va t'appeler. Oui, bonjour, c'est JP Morgan au téléphone. Vous avez peut-être entendu parler, vous avez reçu notre plaquette de l'ETF Bitcoin, machin.
Ah oui, oui, ben, voilà, vous avez la possibilité d'investir, 1 de votre capital chez nous, dans ce produit qui est un produit un peu plus volatile, un peu plus risqué, mais qui on pense, est dans l'air du temps, dans la modernité, de ce que peut apporter justement un actif, financier émergent, avec, tout le la connotation numérique, un peu en justement en essayant d'avoir ce laïus hors numérique et donc la personne au téléphone, même s'il n'a jamais entendu parler de Bitcoin, le conseiller habituel qui lui a déjà fait gagner ou non de l'argent, on s'en fout. La plupart du temps, ça se passe un peu comme dans le loup de Wall Street. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien investir juste pour investir, mais que ça gagne ou que ça gagne pas derrière, c'est un peu le casino. Bon, c'est encore un autre sujet. Et donc, il va avoir ce moment où tu vas avoir des particuliers qui, sans avoir aucune culture crypto, sans s'intéresser au Bitcoin ou que sais-je, vont avoir dans leur portefeuille une part de BTC. Et ça, c'est quelque chose qui, petit à petit, peut le pousser effectivement très haut et de façon graduelle et continue, un peu comme on l'a eu depuis le début de ce cycle, mais c'est pas quelque chose qui déclenche une hype. Donc, j'espère que les 2 choses, sont bien comprises entre guillemets autour de ça et c'est pour ça que pour moi, c'est finito, les fameux cycles de particuliers. Là, on est sur quelque chose sur 5 à 10 ans de plus qui sera du pur institutionnel et c'est ce qui tend aussi, quand on regarde la volatilité, à casser la volatilité au long terme et peut-être bien avant, que ce qu'on le pensait. Peut-être que là, dès ce cycle ou maximum celui d'après, une fois qu'on sera venu à 5 000, 6 000 ou voire plus milliards, qu'on va avoir une volatilité annuelle sur Bitcoin qui se fera de l'ordre de plus 50% ou plus 100% au prochain cycle et plus 50 celui d'après et plus 20 ou plus 30 encore celui d'après. Et avec des bear markets qui seront énormément amoindris aussi, puisqu'on aura des gens qui de par ce qu'ils représentent de ces institutions, quand bien même c'est des particuliers institutionnalisés, euh, n'auront pas cet attrait de rentrer-sortir tous les 4 matins. Tout ce qui est comme ça des investissements par des fonds, des grandes banques, des grandes familles, des family office, voilà, c'est des fonds qui rentrent pour un moment en général et qui se basent pas sur nos 4 ans sous cocaïne, entre guillemets, de la crypto, sur les 8, 10, 12 ans, 15 ans, 20 ans de la TradFi. Donc, il faut aussi le temps que eux englobent du Bitcoin dans leur portefeuille et que ce Bitcoin risque d'y rester pour un bon nombre d'années. Voilà. De nouveau, j'ai fait un laïus assez long, mais je pense que c'est quelque chose de très intéressant à traiter. Vous aurez demain la quotidienne, hein, normale, du côté de YouTube. N'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai sous la main. Je vais vous la mettre dans le chat. La newsletter sur l'oracle qui vous permettra de recevoir toutes les infos à jour du marché. Et sinon, que dire de plus, hein? C'était cool. Merci à tous d'avoir été là. On aura certainement le retour de Marc ce lundi, qui n'était pas dispo depuis 2 semaines. Et donc, on va se faire le petit live du lundi aussi demain soir, autour de 20h. Merci à tous. Bonne journée ou bonne soirée pour ceux qui sont en fin de journée, parce que je sais que ailleurs sur le globe, il y a pas mal de gens qui nous écoutent un peu partout sur la planète et c'est super cool. Et donc, passez dans tous les cas un bon dimanche ou un bon début de semaine pour ceux pour qui ça sera le cas dans les prochaines heures. Bon courage pour le boulot. Profitez de votre famille. Essayez de ne pas vous faire trop mal à la tête par rapport aux différentes phases de marché qui sont en train de se dérouler. Et comme on le décrivait dans cette heure ensemble, je suppose que déjà sous 6 mois, on aura eu beaucoup, beaucoup de réponses sur les marchés. Et sous un an, on aura eu à la fois les réponses, à la fois si ça se passe pas bien, un point bas multi-année pour tous les marchés. Et si ça se passe bien, ben peut-être que le point bas, on l'aura à courant de 2026 finalement. Bonne journée, bon dimanche et à plus tard, à lundi. Ciao, ciao.